Une mère de famille disparaît dans d'étranges circonstances, mais les indices ne collent pas, et beaucoup se demandent si ce n'est pas une disparition volontaire qui aurait mal tourné. Découvrez aujourd'hui l'incroyable histoire de Chéri Papini. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Chéri Papini a 34 ans, c'est une mère au foyer qui vit avec son époux, Keith, et leurs 2 enfants, Tyler, 4 ans, et Violette, 2 ans, à Redding, en Californie. La petite famille semble heureuse et Chéri est une femme très appréciée. Ses proches, qui la considèrent comme une très bonne mère, l'ont d'ailleurs surnommée Super Mom, ce qui veut dire Super Maman. Et le mercredi 2 novembre 2016 commence comme tous les mercredis pour les Papini. Chéri embrasse son époux Keith avant qu'il parte au travail. Il est spécialiste audio et vidéo dans le magasin Best Buy. Elle l'informe qu'elle passera récupérer les enfants à la garderie, mais un peu plus tard que d'habitude, ce qui n'inquiète pas plus que ça Keith. Et il s'en va pour sa journée de travail. Quant à Chéri, elle prend sa voiture, va déposer les enfants à la garderie, à la suite de quoi elle part faire son jogging vers 14h dans les bois, près de chez elle pour s'entraîner pour une course ayant lieu un peu plus tard, le jour de Thanksgiving. Et en fin de journée, vers 17h30, Keith rentre chez lui. Un silence inquiet l'accueille. Chéri et ses enfants sont introuvables. Alors paniqué, il regarde dans les chambres, mais il ne trouve personne. Il appelle donc Chéri sur son téléphone portable, mais elle ne répond pas. Il se dit alors qu'elle est avec les enfants et qu'elle a dû faire une course. Mais il s'étonne tout de même de trouver la voiture de Chéri au domicile. Alors il utilise une application que le couple avait installée par le passé sur le téléphone de Chéri, appelée Find My iPhone, ce qui signifie « Trouve mon iPhone ». Et l'application lui indique que le téléphone se trouve près de leur boîte aux lettres. Boîtes aux lettres qui ont la particularité, c'est le cas de tous les voisins, d'être situés à 1,6 km de chez eux. Il grimpe alors dans sa voiture et fonce en direction de l'endroit indiqué par l'application. Et arrivé aux boîtes aux lettres, il pense retrouver sa famille, mais il ne voit personne. Alors inquiet, il appelle la garderie pour leur demander à quelle heure Chéri est venu récupérer les petits, et la personne au bout du fil lui répond que les enfants sont encore là. Personne n'est venu les chercher. Et là, il se dit que quelque chose cloche. Alors il descend du véhicule et il se met à la recherche de ce téléphone. Et il le trouve par terre. Il est là, sur le sol, le long d'un sentier que sa femme emprunte tous les jours pour faire son jogging. Et il a l'air d'avoir été placé là, avec précaution. Le cordon des écouteurs est enroulé avec soin autour du téléphone. Il y a même quelques mèches de cheveux blonds qui y seront retrouvées emmêlées. Alors Keith, avant de prendre le téléphone, prend soin de le prendre en photo. Et ensuite, il appelle le 911. Et quelques heures après la disparition, les policiers organisent des recherches massives. Et ils sont bientôt rejoints par les amis du couple, la famille, mais aussi des étrangers qui sont tous venus pour prêter main forte. Et des avis de recherche sont distribués un peu partout, mais ça ne donne rien. Alors faute de mieux, les enquêteurs s'intéressent de plus près à Keith. Alors moins d'une semaine après la disparition, le 7 novembre, ils lui font passer un test de détecteur de mensonges. Et Keith réussit le test. Sans compter qu'il a un alibi. Il était au travail toute la journée. Et en plus de ça, il est extrêmement coopératif avec la police. Il fait de son mieux pour les aider, c'est tout naturellement qu'il est donc rayé de la liste des suspects. Et Keith va même plus loin. Le 10 novembre, il accorde une interview au magazine People afin de supplier la personne qui a kidnappé sa femme de la libérer et de la laisser rentrer chez elle. Tout comme, d'ailleurs, la sœur de Chéri et celle de Keith qui, elles, vont faire des appels déchirants à la télévision, demandant au ravisseur de laisser Chéri rentrer parce qu'elle a des enfants. La police interroge famille, voisins et amis afin de retracer l'emploi du temps de la jeune femme, le jour de sa disparition. Ils se procurent et visionnent les cassettes de vidéosurveillance des maisons du quartier. Ils interrogent également
les personnes travaillant dans les hôtels et les motels du coin, mais malheureusement, ça ne donne rien. Personne n'a vu Chéri. Alors les enquêteurs fouillent dans la vie de Chéri. Et ils apprennent qu'elle était mariée par le passé. Alors ils contactent l'ex-mari qui vit dans un autre état pour l'interroger. Et comme l'ex-mari affirme ne plus avoir été en contact avec Chéri depuis 6 ans et que ces faits sont avérés, il est lui aussi rayé de la liste des suspects. Sans l'ombre d'un début de piste, la police finit par demander l'aide du public et ils reçoivent de nombreux appels, dont un qui semble particulièrement intéressant et inquiétant. C'est une femme. Elle a appelé d'un relais routier pour dire aux enquêteurs qu'elle a vu une jeune femme correspondant à la description de Chéri Papini. Elle avait l'air mal en point, alors elle s'était approchée d'elle pour lui demander si tout allait bien, et la réponse de la femme était floue et évasive. Alors elle l'a laissée tranquille. Mais après, elle s'est souvenue de ça et a appelé la police. La police a foncé sur les lieux, mais malheureusement, c'était une fausse piste. Ce n'était pas Chéri. Et aucun appel ou témoignage ne mène à une piste sérieuse. Alors une prime d'environ 50 000 $ est offerte à toute personne qui aurait des informations pour permettre de retrouver Chéri Papini. Mais encore une fois, en vain. Et de son côté, Kiss est persuadé que la police ne fait pas suffisamment d'efforts pour retrouver sa femme. Et pour cause, la police refuse, faute de preuves suffisantes, de qualifier la disparition de Chéri en enlèvement. Les enquêteurs insistent. En plus de ne pas avoir suffisamment de preuves, certains détails de l'affaire les laissent perplexes. Alors ils expliquent à Kiss que ça pourrait très bien être une disparition volontaire. Et ça, c'est difficile à entendre pour Kiss, parce qu'il est persuadé que sa femme a été enlevée. Et ce qui le perturbe, entre autres, c'est qu'une fille du coin, qui était dans le même lycée que lui et Chéri, avait également disparu, mais bien des années plus tôt, en 1998. Et c'était à peu près au même endroit où Chéri a été vue pour la dernière fois. Elle s'appelait Tara Smith, et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa femme. Alors il se dit que peut-être que les crimes sont liés. Il contacte le père de la victime, père qui a par la suite déclaré aux journalistes. Dans l'affaire Papini, eux, ils n'ont rien. Rien du tout. Alors je n'avais pas beaucoup de réconfort à lui offrir. Et comment dire à quelqu'un, 5 jours après la disparition de sa femme, qu'elle est probablement morte ou partie pour de bon. Et d'ailleurs, précisons que dans le cas de Tara, c'est son professeur d'arts martiaux, Troy Zink, âgé de 29 ans à l'époque, qui était suspect dans cette affaire. Et d'ailleurs, il l'est toujours. Pourquoi ? Parce qu'il a été la dernière personne à avoir vu Tara vivante, alors qu'il l'a raccompagnée chez elle en voiture. Et il a dit qu'à la suite d'une dispute, il l'avait déposée à cette intersection, encore une fois non loin du lieu de la disparition de Chéri, et qu'ensuite il était parti prier dans un coin avant de rentrer chez lui. Et par manque de preuves, il n'a jamais été arrêté. Alors, Kiss, frustré que les policiers ne fassent aucun progrès dans leur enquête, décide de créer une page GoFundMe. C'est une plateforme de financement participatif qui permet d'organiser des collectes d'argent. Et il veut engager un détective privé avec cet argent. Et comme l'affaire a fait grand bruit, notamment à l'international, de nombreuses personnes font des dons, dont une personne anonyme d'ailleurs qui ira même donner jusqu'à 50 000 $. Et le montant de la cagnotte atteindra rapidement les 100 000 $. Et qui s'est désemparé. C'est bientôt Thanksgiving, et alors que les recherches ont été abandonnées, eh bien, c'est précisément à ce moment, soit 22 jours après la disparition de sa femme, nous sommes le 24 novembre 2016, que Chéri, tout aussi mystérieusement qu'elle a disparu, refait son apparition. Elle est retrouvée vers 4 heures du matin, errant le long de la route 17 du comté de Yolo, à 241 km de l'endroit où elle avait disparu. C'est une automobiliste Allison Sutton, qui était en route pour visiter sa famille pour Thanksgiving, qui l'a retrouvée.
Elle affirme avoir vu une femme qui avait l'air absolument terrifiée, qui secouait un bout de tissu pour essayer d'arrêter les voitures, marcher sur le long de la route. Elle explique que cette femme avait l'air d'avoir besoin d'aide et que c'est pour cette raison qu'elle s'est arrêtée. Et elle a appelé la police. La police arrive rapidement sur les lieux et ils trouvent Sherry en piteux état. Elle a le poignet gauche attaché à une chaîne autour de la taille. Elle a perdu la moitié de son poids. Ses longs cheveux blonds ont été coupés grossièrement à hauteur des épaules. Son nez est cassé et son corps est couvert de bleu. Et c'est ainsi que le matin de Thanksgiving, Kiss reçoit un appel sur son portable. Il ne le prendra pas, il sera appelé sur le fixe, et il entend la nouvelle. Sa femme a été retrouvée, c'est bien elle qu'il entend crier en fond. Elle est à l'hôpital, il prend sa voiture et fonce la rejoindre, et à son arrivée à l'hôpital, on lui annonce que sa femme a été marquée comme du bétail. Elle a une trace de brûlure sur son épaule droite, on lui a gravé à même la chair un message, mais sachez qu'on n'en sait pas plus concernant ce marquage. Peu de détails sont disponibles, probablement parce que les enquêteurs veulent les garder secrets pour protéger l'enquête. Et après que Sherry ait été soignée à l'hôpital, elle est tout naturellement interrogée par les enquêteurs qui veulent savoir ce qui s'est passé. Ils l'interrogent donc sur ce qui lui est arrivé pendant qu'elle était en captivité. Et Sherry leur explique que le jour de son kidnapping faisait tranquillement son jogging, quand deux femmes hispaniques avec le visage masqué, dans une voiture de couleur foncée, se sont arrêtées à sa hauteur. Elles sont sorties et se sont jetées sur elle. Elles lui ont mis un sac sur la tête avant de la forcer à monter dans leur voiture. Et quand on demande à Sherry de décrire ses assaillantes, elle a du mal. Elle explique ne pas avoir bien pu regarder le visage des femmes, parce que leur visage était toujours caché, soit avec un masque, soit parce qu'elles le cachaient d'elles-mêmes. Alors la seule chose qu'elle peut dire, c'est que l'une d'entre elles était probablement âgée de 20 à 30 ans, qu'elle avait les oreilles percées, les sourcils fins, les cheveux bouclés et un fort accent espagnol. Quant à l'autre, elle devait avoir entre 40 et 50 ans, avec quant à elle les sourcils épais, des cheveux raides et noirs. Mais c'est tout. Elle dit qu'elle a été retenue captive dans une pièce, mais est incapable d'en dire plus. Elle ne sait pas où, est-ce que c'est dans une cave, est-ce que c'est dans une maison, est-ce que c'est dans un appartement, y avait-il des escaliers, que pouvait-elle voir à la fenêtre? Elle ne peut rien dire, parce qu'elle dit avoir eu les yeux bandés toute la durée de la séquestration. Alors peut-être qu'elle a entendu quelque chose, se disent les enquêteurs. Mais rien, elle reste floue et est incapable d'en dire plus. Et elle est restée séquestrée comme ça, jusqu'au jour où les deux femmes sont venues la chercher, le jour où elle a été retrouvée. Ils lui ont posé un sac sur la tête et l'ont forcée à monter dans une voiture. Elle explique que durant le trajet en voiture, ces ravisseuses l'ont attachée au niveau de la taille, puis elles ont enchaîné son bras à quelque chose pour l'empêcher de sauter du véhicule, alors même qu'elle avait toujours ce sac sur la tête. Alors Sherry est bien incapable de dire à quoi elle a été enchaînée. Puis, après un long trajet donc, elles l'ont détachée, elles l'ont poussée hors du véhicule avant de disparaître dans la nuit. Et c'est à ce moment-là, quand elle a vu la voiture s'éloigner, que Sherry a enlevé le sac qui était sur sa tête et qu'elle s'est mise à courir de toutes ses forces. D'ailleurs, regardez, ce sont les images de sa fuite. Elle a fini par trouver une maison, mais elle ne s'est pas assez sentie en confiance. Alors elle a décidé de se précipiter vers une autre maison, personne ne lui a ouvert, donc elle a décidé de courir vers l'autoroute afin d'arrêter une voiture, mais comme elle avait une chaîne et qu'elle était en piteux état, les automobilistes ont probablement pensé qu'elle devait tout droit sortir de prison. Alors elle a décidé de cacher cette chaîne, et enfin, une voiture s'est arrêtée, celle d'Alison Sewton, qui a ensuite appelé le 911. Sauf que, après avoir écouté
son histoire, les policiers sont perplexes. Il y a beaucoup d'incohérences. Et surtout, ce qu'elle raconte ne matche pas avec les preuves scientifiques qu'ils ont en leur possession. À commencer par l'ADN, par exemple. Ils ont prélevé 2 ADN sur Chéri, ainsi que sur ses vêtements, le jour où elle a été retrouvée. Eh bien, il s'avère que c'est l'ADN d'un homme et celui d'une femme. Ce qui contredit la version de Chéri, qui a toujours parlé de 2 femmes. Elle dit qu'elle n'a pas été en présence d'un homme, alors comment cet ADN a-t-il été retrouvé sur elle? Et plus que ça, Chéri affirme s'être battue avec les 2 femmes hispaniques durant sa captivité, et en se débattant, elle s'est gravement coupé le pied droit. Or, les médecins qui ont ausculté Chéri affirment qu'elle n'a pas dû se blesser au cours de l'année qui a suivi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune trace de coupure ni de cicatrisation. Alors pourquoi cette histoire? Mais surtout, après avoir vu les photos du téléphone de Chéri que Keith avait pris au moment de ramasser le téléphone, eh bien les policiers ont du mal à croire à cette histoire de bagarre avec ce téléphone qui serait tombé dans la lutte. Pour eux, le téléphone aurait dû être cassé ou au minimum avoir des éraflures. Mais là, pour les enquêteurs, ce téléphone a été placé en évidence et volontairement sur le sol. Et plus les enquêteurs comme ça vont se poser des questions, et plus elles resteront sans réponse. Et Chéri a bien du mal à donner des détails, donc elle reste vague. Donc les enquêteurs ne sont pas plus avancés. Ils n'ont toujours qu'un suspect, aucun élément qui pourrait mener à une inculpation, et pas de motif concernant le kidnapping. Pourquoi aurait-on enlevé Chéri Papini? Alors, encore aujourd'hui, face à toutes ces incohérences, et même si les faits se sont déroulés en 2016, eh bien le mystère reste entier. Et pour beaucoup, Chéri cache quelque chose. Bien sûr, je tiens à préciser que ce n'est pas l'avis officiel de la police. La police avoue simplement être dans l'impasse et étudier différentes pistes. Et malgré ça, différentes théories, différentes hypothèses ont émergé. Et je vous laisse d'ailleurs vous faire votre propre avis. D'abord, il y a ceux qui pensent qu'elle n'a jamais été kidnappée. Ils pensent que Chéri et son époux ont inventé toute cette histoire pour empocher l'argent du GoFundMe. Après tout, elle est réapparue soudainement alors que la cagnotte atteignait 100 000 $ et on ne sait pas ce qu'il est advenu de cet argent. Personne n'a fourni d'indices, donc aucune prime n'a pu être versée, et ce détective privé que Keith voulait employer, eh bien aucune trace de lui. Alors beaucoup pensent que Chéri a menti à propos de son kidnapping, parce qu'encore une fois, les preuves scientifiques contredisent son histoire. Et les 2 mobiles potentiels, à la fois le mobile sexuel et celui du trafic d'êtres humains, eh bien, ils ont été étudiés, mais le mode opératoire ne correspond pas. Parce que d'une part, elle n'a pas été agressée sexuellement, elle n'a ni été vendue, ni forcée à se prostituer, et puis d'ailleurs, quel proxénète aurait ainsi battu une femme qui veut mettre sur le trottoir? Il aurait tout intérêt à la garder présentable pour ne pas faire fuir les clients potentiels. Alors quel est le but de ce kidnapping? Qui prendrait un tel risque sans demander ne serait-ce qu'une rançon, en sachant que l'époux, encore une fois, venait de récolter 100 000 $? Pourquoi ne pas demander de rançon? Et quel kidnappeur d'ailleurs, vu la médiatisation de l'affaire, aurait pris le risque de libérer son otage? Le risque d'être retrouvé par la police est trop grand. Très souvent, les victimes sont tuées et leur corps abandonné quelque part. D'autres pensent aussi, et c'est d'ailleurs la théorie la plus populaire,
que pour toutes ces différentes raisons, eh bien, Chéri est probablement partie de son plein gré, bien destinée à commencer une nouvelle vie ailleurs. Certaines sources disaient qu'elle était malheureuse dans son couple et dans cette vie, alors peut-être qu'elle a voulu tout recommencer de zéro. C'est pourquoi elle aurait inventé cette histoire de kidnapping, pour pouvoir retourner dans sa famille sans qu'on ne lui en veuille ou sans qu'on ne lui pose de questions. D'autant plus qu'en 2007, un an après sa disparition, de nouveaux indices ont émergé, prouvant que Chéri était en contact au moment de sa disparition avec un homme vivant dans le Michigan, et qu'elle avait prévu de le rencontrer. Ce qui fait penser qu'elle avait l'intention de rencontrer un homme au moment de sa disparition. Cependant, l'homme a été retrouvé, interrogé par la police, mais il a rapidement été écarté car lui avait un alibi solide. Mais difficile en l'état d'en savoir plus sur la nature de leurs échanges. Encore une fois, les informations sont protégées du grand public pour protéger l'enquête. Donc pour certains, si ce n'est pas cet homme-là, c'est peut-être un autre homme avec qui elle a eu une relation à distance ou non, et avec qui elle aurait prévu de s'enfuir. Elle n'aurait donc pas été kidnappée. Et les choses, pour X ou Y raison, se seraient mal passées. Certains pensent, par exemple, à des pratiques sexuelles type le BDSM, qui auraient pu justifier tous ces coups. Eh bien, peut-être qu'elle aurait changé d'avis, qu'elle aurait été séquestrée, ou qu'elle aurait volontairement pris la fuite, et inventé cette histoire de kidnapping pour éviter de passer pour une femme volage. Qui sait ? Certains pensent quand même qu'elle s'est réellement fait kidnapper par des trafiquants d'êtres humains. Pourquoi ? Parce qu'elle a été marquée. Et c'est ce que font beaucoup de MAC ou d'organisations criminelles. Donc beaucoup pensent qu'elle a été droguée au moment du kidnapping et pendant toute la durée de sa captivité, et que c'est pour cette raison que sa mémoire fait défaut. Sachez en tout cas qu'à ce stade, l'enquête est toujours ouverte, mais le mystère, quant à lui, reste entier. Et vous, à votre avis, qu'est-il arrivé à Chéri Papini ? Dites-le nous en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre triste histoire.